Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Et si je devais tout recommencer de zéro au niveau des langues étrangères? L'exercice intellectuel est assez intéressant. Évidemment que je ferais les choses différemment parce qu'on apprend en faisant des erreurs, en perdant du temps, en se trompant, et que si j'avais pu ou si je pouvais réécrire l'histoire, eh bien je prendrais directement la bonne méthode, en tout cas la bonne méthode en ce qui me concerne, la bonne méthode pour moi dès le début. Et ce que j'aimerais préciser avant toute chose, c'est que devenir polyglotte en tant que tel, c'est pas un objectif que je me suis formulé comme ça. J'ai jamais eu cet objectif-là. Je me suis pas levée un matin en me disant tiens, ce serait sympa d'être polyglotte. Pas du tout. Ça s'est passé parce que, premièrement, j'ai eu envie d'apprendre l'anglais, puis j'ai eu envie de reprendre l'espagnol alors que d'apprendre l'espagnol alors que j'avais pris allemand au collège, puis l'italien, puis le béarnais, puis d'autres langues, si on parle de toutes les langues que j'ai touchées du doigt, on va dire. Donc, cet exercice d'imaginer ce que je ferais si je devais tout recommencer, c'est assez difficile parce que, encore une fois, j'ai testé plein de trucs qui ne marchaient pas et que j'ai le savoir que j'ai grâce à ces expériences passées. Et donc, mon moi monolingue, si je devais recommencer tout en étant monolingue, je serais la même que j'étais avant d'être polyglotte, c'est-à-dire un petit peu moins liante, en ayant beaucoup plus de difficultés à prendre la parole dans une langue étrangère, etc. Mais je pense que l'exercice vaut quand même le détour. Alors, je vais pas imaginer que je reparte dans le passé. Par exemple, que je réécrive mon histoire depuis le début, si je recommençais ma vie, qu'est-ce que je changerais? Non, ça c'est pas intéressant pour vous. En revanche, on va imaginer ce que je ferais là, en 2024, si j'avais aucune de mes compétences linguistiques actuelles, celles que j'ai développées depuis 2018, mais que j'avais le savoir que j'ai tiré de ces 7 années d'expérience, donc le savoir que j'ai aujourd'hui. Parce que ça peut être utile pour toi, d'abord si tu te reconnais dans ma façon d'apprendre, ou si tu cherches de l'inspiration pour savoir comment planifier à long terme un apprentissage de plusieurs langues. Et d'ailleurs, ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est un peu la version condensée, le savoir tronqué ou le savoir partiel de ce qui t'est présenté dans le Polyglot Booster dont je te parle régulièrement, qui est le kit qu'on a créé à la Fabrique à Polyglotte pour te permettre d'apprendre une ou plusieurs langues étrangères depuis le confort de chez toi en étant véritablement acteur de ton apprentissage. Alors le programme du jour, qu'est-ce que c'est ? Premièrement, on va parler des principales erreurs que j'ai faites et qui m'ont fait perdre du temps. Et donc si je commençais mon apprentissage des langues en 2024, je ne ferais pas ces erreurs-là. Et ensuite, on va détailler le plan que je mettrai pour atteindre la maîtrise de 3 langues, en plus de ma langue maternelle, parce que c'est aujourd'hui ce que je maîtrise, donc je ne serais pas capable d'imaginer autre chose que qui est aujourd'hui mon champ d'expertise, entre guillemets. Je vais te donner une méthode générale, et puis je vais distinguer 3 types de situations. J'ai aussi choisi une planification de 3 langues pour illustrer 3 types de situations. Le premier cas, c'est pour une langue pour laquelle il est hyper facile de trouver du contenu en ligne, et dont l'alphabet est le même que celui de ta langue maternelle. Deuxième cas, c'est le cas où tu dois changer d'alphabet et où tu apprends une langue qui est d'une famille linguistique très éloignée de la tienne, en tout cas qui a un grand niveau de difficulté. Troisième cas, celui où la langue que tu apprends est rare, dans le sens qu'elle a peu de locuteurs ou que tu trouves difficilement du contenu accessible en ligne. Pour ces plans, j'aurais pu imaginer des plans qui coûtent 0 €. Comment apprendre gratuitement 3 langues? Mais là, c'est pas le cas. Moi, mon axe d'attaque, entre guillemets, ça a été la notion d'efficacité. Comment je ferais pour éviter de perdre du temps? Comment je ferais pour éviter de faire des erreurs qui m'ont coûté de la motivation, de l'énergie, et en fait principalement du temps, je ne sais pas pourquoi j'essaie d'ajouter d'autres choses. Donc voilà, mon axe c'est l'efficacité. Je reviendrai sur la création d'un plan d'action complètement basé sur le principe de gratuité dans l'épisode du 19 juin. En tout cas, l'argent ou le coût d'une langue, c'est quelque chose que j'ai déjà traité dans 2 épisodes du podcast qui sans doute t'intéresseront. Tu as l'épisode numéro 42 sur le coût financier qui s'appelle « Combien coûte vraiment d'apprendre une langue ?» ou combien ça coûte plutôt vraiment d'apprendre une langue. Et puis l'épisode numéro 2 avec Lucas Saderny où je parle du coût caché des langues parce qu'il y a un coût en temps et en énergie. Et tu les retrouveras en description de cet épisode.
Commençons donc par les erreurs à éviter, les erreurs que j'ai commises et que je souhaite t'éviter en te les racontant. La première, c'est de perdre bêtement des acquis linguistiques que j'ai eus en étant désorganisée, en manquant de focus et en ne sachant pas prioriser. D'où l'intérêt de planifier. J'ai 2 exemples qui me viennent en tête pour illustrer la perte d'acquis linguistiques. Premier cas, mon espagnol. Quand j'ai préparé mon expatriation en Sicile, j'en parle en long, en large et en travers, quand tu reviens d'expatriation, t'as envie que le monde entier sache que tu as fait ça. L'espagnol, j'ai commencé à l'apprendre et j'avais validé un test Bright de niveau B1. C'était pas un B1 consolidé, je dirais, donc je dirais vraiment que j'étais arrivée à un niveau A2 B1, mais un B1 assez fragile. Et j'ai dû stopper net mon espagnol quand je suis arrivée en Italie pour commencer mon italien. Et j'ai perdu mes acquis et j'ai dû reprendre mon espagnol à un niveau beaucoup plus bas que celui auquel je l'ai laissé. Deuxième exemple, mon allemand. Tu sais, j'ai fait un épisode où je teste Lingoda avec l'allemand. En réalité, j'avais fait aussi une erreur de planning, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je testais pour vous une application sur l'espagnol, en même temps que j'avais réussi à obtenir un partenariat avec Lingoda. Et l'application avec l'espagnol, je ne vous l'ai jamais présentée parce qu'en réalité, en testant cette application, j'ai jugé que c'était pas le genre de contenu que j'avais envie de vous recommander. Donc ça m'a brisé le cœur parce que l'espagnol, c'était à ce moment-là ma langue prioritaire et je l'ai remise de côté, pauvre espagnol. En fait, pour me lancer dans ce travail en allemand, parce que je pouvais pas tester, tu le conçois, 2 applications ou 2 supports en même temps pour la même langue. Ça n'avait aucun sens. Donc j'ai fait un apprentissage assez intensif de l'allemand, même si mes projets pour Bâle, parce qu'au final c'est le suisse allemand que je vais apprendre et mes projets pour la Suisse sont beaucoup plus long terme que des projets avec l'espagnol. Et donc j'avais quand même atteint un bon petit niveau en allemand, qui était déjà une reprise d'une langue que j'avais eu au collège, où déjà j'avais recommencé plus bas que le niveau que j'avais arrêté. C'est comme le sport, quand tu reprends une langue, tu reprends un niveau plus bas que là où tu l'as laissé. Donc bref, je me suis donnée à fond pour aller au bout de cette expérience-là avec l'allemand et j'ai dû à nouveau le laisser tomber. Et ça, ce sont des erreurs de stratégie, des erreurs de planification, des erreurs quand on veut faire tout un peu au feeling. Des fois, le feeling, ça nous sert à obtenir beaucoup de choses. La spontanéité, c'est quelque chose de... J'allais dire c'est une vertu, c'est pas forcément une vertu, mais enfin, c'est quelque chose à saluer. Mais des fois, ça nous dessert et il faudrait allier les deux. Enfin, j'essaie d'allier les deux. Et voilà, donc une langue qui... Tant que tu n'as pas atteint un bon niveau B1 / un faible niveau B2, ta langue, elle est fragilisée et la lâcher à ce moment-là, c'est le pire moment pour lâcher une langue. Et c'est assez rageant, en fait, quand tu as réussi à obtenir quelque chose à la force de ton front, ou en tout cas en t'y donnant les moyens, et que tu vois cette chose-là perdue parce que tu as manqué de sagesse, c'est assez embêtant. Donc la chose à faire à la place, c'est de penser long terme quand tu planifies tes langues. Pour cette notion-là de planification de plusieurs langues, j'ai envie de vous renvoyer à l'épisode numéro 15, apprendre 2 langues en même temps, vraie ou fausse bonne idée, mais clairement, ne pas avoir géré cette conjonction de langues, ça m'a coûté beaucoup de temps et ça m'a fait recommencer certains trucs. Deuxième erreur, ça a été de vouloir répliquer les mêmes résultats à des apprentissages qui ont lieu dans des contextes très différents. J'ai appris l'italien en Italie. Comme j'étais en immersion totale, j'ai eu la courbe de progression la plus rapide de mon histoire personnelle. Outre l'immersion totale, l'italien c'est une langue qui, quand même il faut se le dire, reste très proche du français. Donc c'était très facile pour moi de déduire les choses du contexte et de comprendre les situations. Et je me suis attendue à avoir les mêmes résultats avec d'autres langues apprises dans d'autres contextes différents. Et j'ai passé des mois à me décevoir. Quand tu te déçois, tu perds en motivation, tu perds aussi en régularité et ça, c'est pas bon. Se mettre une pression monstre, et là je parle de la mauvaise pression, hein, pas la pression qui te motive, mais la pression qui te bloque, c'est la deuxième erreur qui a le plus atteint mes résultats. Qu'est-ce que tu peux faire à la place ? Reprendre chaque langue comme une page blanche. Suivre et traquer ses progrès avec des données tangibles. Si tu compares ton apprentissage de telle langue et de telle autre, en comparant le nombre d'heures passées sur la langue, et pas le nombre de mois par exemple, tu as des moyens beaucoup plus objectifs de comparer tes expériences et de vérifier. Pour les langues, c'est pas parce que tu as réussi une performance dans un contexte que ça définit ton standard minimum pour le reste de ta vie. Je te dis ça, mais en fait je me le dis à moi-même, c'est pas parce que j'ai réussi à obtenir un niveau intermédiaire en très très peu de temps que ça doit être le standard pour tout. Mais pour moi, c'était devenu mon standard. Comme si, je sais pas, moi j'avais réussi un développé couché de, j'en sais rien, 100 kilos et de me dire que je pouvais plus faire aucune séance de sport à moins de 100 kilos. Bah, c'était un peu le même ordre d'idée. Je pouvais plus apprendre une langue en ayant une courbe de progression ou une courbe d'apprentissage tellement hyperbolique qu'elle émerveille la terre entière. Chaque langue est une histoire en soi.
Troisième erreur, ça a été de penser que la première et principale variable d'ajustement était ma capacité à performer. En gros, si j'avais mis un plan sur papier qui fonctionnait et que j'arrivais pas à le maintenir et que j'arrivais pas à le suivre, c'est que, en tout cas le diagnostic que je faisais tout le temps, c'est que j'étais pas assez. Pas assez persévérante, pas assez lève-tôt, pas assez engagée, pas assez tout ce que tu veux. Un exemple, j'avais des séances d'espagnol, j'avais des réunions professionnelles le samedi en début d'après-midi. Donc les réunions professionnelles étaient à 14h et il était question, on m'offrait des temps d'échange en espagnol et pendant la réunion et avant. Bref, il y avait un contexte qui m'avait été offert sur un plateau d'argent avec des natifs, des gens trop chouettes et tout. Et en fait, j'ai pas réussi à maintenir ces rendez-vous du samedi. Et donc, je me disais, Coralie, t'es pas assez motivée, t'arrives pas à t'organiser, etc. Et en réalité, je me suis rendu compte que le samedi, c'était le seul jour de la semaine où j'avais rien de fixe dans mon calendrier. C'était précisément le seul jour de la semaine où j'avais un peu de respiration et qu'en fait, ça rentrait juste pas dans l'emploi du temps. C'est-à-dire ce même rendez-vous, s'il m'avait été proposé un lundi à 18h, j'aurais pu le maintenir. Quand tu vois un enfant qui joue à un jeu d'éveil et qui cherche à faire entrer le cube dans le triangle, tu lui dis pas... Cher enfant, tu lui mets pas du tien, tu mets pas de la motivation, tu mets pas assez d'énergie, tu mets pas assez de force, il y a pas assez de force dans ton poignet. Tu lui dis bah non, on change de forme, ça rentre pas. Et moi j'ai mis du temps à me dire en fait ça rentre pas dans mon calendrier. En fait c'est pas moi qui suis pas assez motivée, c'est juste que le samedi à 13h30 pour commencer un échange pro à 14h, je peux plus, c'est trop. Et en fait j'ai perdu des semaines et des semaines et des semaines à essayer de maintenir ce rendez-vous du samedi 14h. Que ça ne l'a jamais fait, que j'ai dû stresser des repas en famille, entre amis et tout ça. Donc oui, c'est très intéressant de faire appel à sa discipline, mais garder de la flexibilité, de la souplesse, du bon sens, encore une fois de la sagesse, et un certain sens de la bienveillance envers soi-même, ça permet de garder du souffle sur la distance et ça c'est important. Donc quand tu vas auditer tes langues, c'est important de poser le bon diagnostic. Ce dont je te parle, cette troisième erreur, elle va être très très importante pour tous tes bilans de langue. D'ailleurs, si tu as besoin de revenir sur la notion de bilan ou d'audit de langue, tu peux écouter l'épisode solo de mercredi dernier en fait. Voilà, poser un diagnostic vraiment honnête, c'est ce qu'il faut faire à la place. Et essayer d'adapter tes sessions à ton emploi du temps, au lieu de faire coller ton emploi du temps à des sessions d'apprentissage fixes, parce que sur le long terme, au long cours, c'est pas toujours tenable. Et parfois, ça va vouloir dire renoncer à des échanges super intéressants, à des propositions de gens extraordinaires, parce qu'en fait, c'est pas durable comme gestion temporelle. Donc, d'être assez réaliste aussi dans ta planification et quand tu audites, de te dire, ok, pourquoi j'arrive pas à tenir ce rendez-vous? Si c'est pas tenable, ben je l'annule et je remplace ce temps de pratique, parce que c'était de la pratique active, par un autre type de pratique active plus flexible. Passons maintenant à la planification. Qu'est-ce que je ferais si je devais aujourd'hui en 2024 réécrire une histoire ou écrire une histoire plutôt pour devenir polyglotte? Je vais te dresser un plan sur 2 ans, étant donné que j'ai choisi le cas où je démarrais un apprentissage de 3 langues. Niveau langue, je vais prendre une langue de chaque type pour illustrer les 3 cas de figure que je t'ai évoqués en introduction. Donc d'abord, une première langue pour laquelle on trouve beaucoup de contenu en ligne, une deuxième langue qui a un autre alphabet, et puis une troisième langue dont le contenu est difficile d'accès. Je trouve très peu d'applications qui contiennent cette langue en option, par exemple, très peu de professeurs en ligne qui font des cours privés sur cette langue, etc., etc. Pour illustrer cet exemple, je vais partir sur d'abord l'anglais pour le premier cas, parce que c'est la base de nombreux échanges, parce que ça ouvre tellement de portes l'anglais. Deuxième langue que je vais prendre pour illustrer la langue avec le changement d'alphabet, c'est le mandarin. Et puis voilà, pour la richesse de la culture et de l'histoire chinoise. Et troisième langue pour illustrer une langue dont le contenu est difficile d'accès, j'ai choisi le napolitain pour avoir un cas d'étude et parce que les plus belles chansons d'amour qui proviennent d'Italie sont des chansons napolitaines, qu'on se le dise. Dans la vraie vie, j'aurais repris les langues que j'ai apprises, mais là tu l'as compris, l'anglais, le mandarin et le napolitain, c'est des choix pédagogiques dans cet exercice intellectuel pour te montrer comment je m'y prendrais aujourd'hui dans chacun de ces cas. Et on va commencer de suite avec la première étape de mon plan d'action. La première étape, c'est, je te laisse deviner là, je te laisse quelques secondes pour me dire ce que c'est que la première étape de création de son plan d'action. Tic, tac, tic, tac. Eh bien, c'est d'être très au clair avec ses objectifs. On ne part pas, on ne se lance pas sans objectif. Qu'est-ce que je veux faire avec mon anglais, avec mon mandarin? Qu'est-ce que je veux faire de mon napolitain? Je veux utiliser ces langues dans quel contexte précis? De quelles compétences précises je vais avoir besoin? Quel vocabulaire ai-je besoin de maîtriser? Quel niveau de langue? Quel registre de langue? Quel niveau
général attendu? Est-ce que j'ai besoin de passer un examen? Est-ce qu'il me faut une certification? Pour l'anglais, par exemple, de quelle culture je préfère pouvoir m'inspirer? Anglais d'Angleterre, d'Australie, peu importe. Je prendrai tout le temps nécessaire à la définition très claire de la vision du polyglotte que je veux être. Dussé-je consacrer 2 jours entiers à cela? Et là, j'ai un petit doute sur ma conjugaison. Peu importe, c'est ça d'enregistrer tard. Et je noterai, noir sur blanc, sur une feuille, pour chaque langue, ce que je veux faire en étant le plus précis possible. Pour l'anglais, je veux pouvoir animer des réunions dans des entreprises internationales qui réunissent des collaborateurs de telle et telle nationalité pour parler de tel et tel sujet, pouvoir faire des petites blagues pendant ma présentation qui soient adaptées à mes collaborateurs d'Allemagne, je dis n'importe quoi, ou de telle ou telle branche d'entreprise. Je veux pouvoir aller passer mes vacances à Columbus aux États-Unis et comprendre tous mes interlocuteurs quand j'entrerai dans tel et tel type de boutique. Bref, je détaillerai tout. Je commencerai aussi, du coup c'est la deuxième étape, disons de pré-lancement de mon plan d'action, par choisir des ressources témoins ou des supports, tu veux, d'apprentissage ou des ressources ou supports qui représentent mon niveau visé. Pour mon anglais, par exemple, si je veux animer des conférences, eh bien, je choisirai une vidéo d'une conférence TEDx qui représente la manière dont je souhaiterais pouvoir parler. Ceci pour juger de ma capacité d'expression orale. Je choisirai, mettons, une thèse en anglais sur la thématique que je souhaite pouvoir connaître au niveau de la lecture. Par exemple, si je dois lire des documents techniques dans mon travail. Tout ça pour pouvoir juger régulièrement de mon niveau de compréhension écrite. Je choisirai, mettons, un podcast sur une thématique professionnelle qui est la mienne, encore une fois, et qui, encore une fois, représente mon niveau visé pour juger de ma compréhension orale. Et enfin, je choisirai un support qui représente mon niveau d'expression écrite visée. Mais ça peut être aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir un même document qui représente à la fois son niveau de compréhension écrite visée, puis son niveau d'expression écrite visée. On aura, en somme, entre 2 à 4 ressources par langue. Et à quoi ça sert ces ressources? Je te dis, elles sont témoins, parce qu'elles témoignent de notre niveau. Comment? Eh bien, je les utiliserai tous les 3 mois pour mesurer où je me situe par rapport à ces ressources. Ça veut dire quoi? Je reprends ma conférence TEDx. J'ai la vidéo TEDx d'une nana qui fait, enfin une nana parce que je suis une femme, donc j'imagine que je choisirai une oratrice, qui fait une conférence sur un sujet qui est mon sujet d'expertise professionnelle. Je m'enregistre au jour 0. Voilà, je veux une trace de mon niveau au jour 0. Je m'enregistre en anglais, peut-être je fais des erreurs, peut-être machin. 3 mois plus tard, je réécoute la nana, je m'enregistre d'abord, et je compare. Et plus le temps passe, plus je suis censée me rapprocher de ces ressources témoins. Plus je suis censée comprendre la thèse ou le livre. Donc là, je peux me prendre des petites notes au jour 0. Je lis cette thèse et je comprends. Je m'auto-diagnostique, je comprends, mettons, 10% de ce que je lis. 3 mois plus tard, je relis cette thèse, je comprends 12% ou 15%. Et petit à petit, à la fin, j'arriverai, je lis ce document et j'en comprends 80 à 85%. Troisième étape préliminaire, c'est de choisir des ressources. Il faut les ressources avec lesquelles je vais apprendre concrètement ces 3 langues. Et c'est là que les stratégies vont différer, tu t'en doutes. Mais d'abord, première question, comment est-ce que je coordonnerai ces 3 langues? D'abord, je commencerai par l'anglais. Au bout d'un mois, je démarrerai le mandarin et au bout d'un an, je démarrerai le napolitain. Je commencerai par l'anglais parce qu'il y a tellement de contenu que ça va pouvoir me permettre de mettre en place un apprentissage par l'acquisition, un apprentissage par la consommation de contenu, qui est une méthode d'apprentissage qui, en ce qui me concerne, me coûte peu d'énergie. Pour ensuite démarrer une langue qui va devoir me demander plus de concentration, plus, si tu veux, de matière grise, parce qu'il y aura beaucoup plus de travail conscient, pendant que je continuerai à développer mes compétences en anglais. Et comme je ne peux pas avoir mon cerveau ou ma matière grise qui peut gérer l'apprentissage simultané de 2 langues qui demandent beaucoup d'énergie, mandarin et napolitain, je différerai l'apprentissage du napolitain à 12 mois. Et aussi, je démarrerai tôt le mandarin parce que c'est une langue qui va demander beaucoup plus de mois, voire d'années d'apprentissage que le napolitain. Alors, je disais donc parce qu'il y a tout Internet, ou quasiment tout Internet qui est en anglais, je commencerai par cette langue-là, en mettant en place une stratégie d'immersion à la maison, en suivant la méthode naturelle, en incluant de l'apprentissage passif, parce que c'est le plus simple. Comment est-ce que je me prendrai? Je regarderai mon emploi du temps, je choisirai des activités que je peux faire soit directement en anglais, comme par exemple ma veille professionnelle, soit les activités que j'ai dans ma semaine, où j'utilise mon corps mais pas mon cerveau, comme mettons le ménage, pour caler des sessions d'écoute de l'anglais, avec un objectif de 2 heures de pratique quotidienne,
Encore une fois, c'est pas des heures de pratique active, hein, c'est des heures de pratique passive, j'aime pas ça, mais réceptive. Donc 1h30 d'écoute par jour, plus 30 minutes de lecture environ, quelque chose comme ça, grosse maille, pour augmenter mon niveau, et ce, 6 jours sur 7. Moi, je fais personnellement du 6 jours sur 7, ça me va très bien, ou 5 jours sur 7. Ces capacités passives ou réceptives, ce serait mon travail exclusif d'anglais pendant 6 mois. 6 mois pendant lesquels je consommerai du contenu sans travailler encore l'activation. Pourquoi? Pour que tout mon jeu cérébral soit consacré pendant 6 mois au mandarin. Et ensuite, 6 mois plus tard, je passerai à l'activation et à la pratique de mon anglais. Donc après 350 heures pour les 6 premiers mois de réception ou d'input. Je choisirai quoi comme contenu? Du contenu que je comprends déjà à 80%, hein, surtout pas du contenu trop compliqué. Hein. Les contenus compliqués qu'on a choisis pour les ressources témoins, c'est uniquement pour juger de mon niveau. Hein. Ça me sert quelques minutes au moment du bilan, mais non, le reste du temps, c'est du contenu que je comprends déjà à 80%, du contenu qui me plaise vraiment, donc j'ai une connexion émotionnelle avec ce contenu. Ça sera facile à trouver parce que Internet, je te disais, il y a tout qui est en anglais. Pour booster ma capacité de compréhension et pouvoir aller plus rapidement vers des contenus qui m'intéressent encore plus, j'utiliserai une app de vocabulaire. Donc ça, c'est la partie un peu moins passive. Ça, c'est mon truc que j'aime bien, voilà. C'est mon truc plaisir qui est en fait pas... qui peut être optionnel. Donc une app qui te permette d'apprendre, je disais, je sais plus où je m'étais arrêtée, du vocabulaire en contexte et qui enseigne la grammaire de manière induite comme Speakly, qui est mon appli chouchou. Voilà, je ferai ça le soir, plutôt à un moment donné où je suis détendue et où j'ai pas besoin de matière grise, où j'ai donné mon jus pendant la journée. Au bout de 6 mois, je commencerai à développer ma pratique de l'oral et de l'écrit. De l'oral d'abord en utilisant le club de ma ville. Et en fait, ils se réunissent tous les 15 jours. Donc, je compléterai avec un professeur en ligne ou alors j'utiliserai exclusivement un professeur en ligne pour caler des temps d'échange, des cours entre midi et 2. Ce serait entre 1 et 2 cours par semaine. Et je commencerai à travailler l'écrit sur Tandem ou alors sur une application de journaling sur mon téléphone. Pareil, pas forcément longtemps, 15-20 minutes par jour, en alternant en fait avec l'application de vocabulaire. C'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, j'aurais acquis le vocabulaire de base qui me permettrait, ou pas de base, mais qui me permettrait d'aller plus loin dans mon choix de contenu à écouter et à lire. Et puis après, je passerai à ces 15-20 minutes le soir, tranquille, à du journaling. Voilà. J'inclurai aussi des temps de lecture plus orientés sur l'université, si c'est pour du professionnel. Et je ferai sans doute, ce que j'ai déjà fait en réalité, des MOOC de la plateforme FutureLearn, qui sont dans cette tonalité, on va dire, universitaire, etc., à raison de 3 à 5 heures par semaine, ou moins, tant que je viendrai retrancher à ma pratique d'écoute orale. J'espère que c'est clair. J'imagine que c'est un contenu facile à montrer en images, mais là, l'oral, peut-être il va falloir que vous écoutiez 2-3 fois ma planification pour que ce soit clair. En tout cas, j'espère que c'est le plus compréhensible possible. Voilà, ce premier mois, il me servirait à mettre en place une routine d'écoute et d'activation de mes capacités de compréhension d'input, de sorte que ces activités, je te le disais, soient le moins énergivores possible et me permettent d'activer ma capacité à comprendre l'anglais naturellement. Une fois que j'aurai trouvé ce rythme de croisière, au bout de un mois uniquement consacré à mettre en place une routine qui me convienne, j'aurai toute mon énergie pour le mandarin, enfin toute mon énergie au niveau des langues, hein, parce qu'on sait qu'on fait plein d'autres choses dans la journée. Et je pourrais planifier des sessions le matin, au moment où mon cerveau, il est le plus frais, il a été reposé. Je pense que j'aurais envie d'apprendre à lire et tracer les caractères traditionnels avant de passer au système simplifié. Je pense que je serais assez curieuse d'apprendre à distinguer et reproduire les tons assez rapidement. J'aurais envie d'un coup de boost pour apprendre les bases le plus vite possible, pour pas rester bloquée. Pour ça, j'ai identifié que je ferais volontiers le défi Lao Tzu de Joy, dont j'aime bien la chaîne YouTube, dont le nom, je suis pas sûre de savoir le prononcer comme il faut. Fagoren. Enfin bref, je vous le mettrai en description parce que ça se trouve, je prononce pas du tout comme il faut. Et je ferai en sorte de paramétrer bien évidemment mon téléphone et mon ordinateur de sorte à pouvoir naviguer facilement entre un clavier français et un clavier qui me permet d'utiliser les caractères du mandarin. Je mettrai dans ma barre de favoris un dossier mandarin avec des dictons en ligne, des traducteurs adaptés, pour me permettre de naviguer le web dans cette langue facilement, pour enlever le plus de friction possible. Au bout de ce premier mois de mandarin, je t'ai pas dit... Ah non, je t'ai pas dit. Le défi Lao Tzu, il est sur 21 jours. Donc mon deuxième mois de polyglotte
Mais mon premier mois de mandarin, après ce défi Lao-Tzu, me permettra de savoir si j'aime bien le travail de Joy et si j'ai envie de progresser avec elle. Et si oui, je ferai sa formation en 6 mois, qui s'appelle Muraille de Chine. Ou alors, si je me dis, bon, c'est quelque chose qui ne me convient pas, eh ben, j'identifierai d'autres ressources. Et si je me suis fait des copains au Centre Confucius ou sur HelloTalk ou ailleurs, j'aurais reçu d'autres conseils sur ce qu'il me faut pour aller plus loin. Et j'aurais commencé à essayer de m'approprier un peu, si je dis, ces recherches internet, qui sont toujours bonnes pour se dire, je reste acteur de mon apprentissage, je cherche par moi-même. J'aimerais passer ce mois-là aussi à me trouver des pairs, des êtres humains qui me motivent. Donc soit je lisais HelloTalk, des forums, des assos, pour lier contact, pour échanger des idées de livres, de ressources, de moments de pratique sympas, peut-être autour d'un café, de faire en sorte que mon apprentissage soit le plus chaleureux et sympa possible. Et j'essaierai de créer des moments d'intimité avec la langue. Par exemple, en m'endormant, je sais pas, moi, sur des berceuses en mandarin ou des chansons qui me plaisent, en pratiquant peut-être une activité martiale qui m'amène naturellement à connecter avec du contenu en mandarin et je me délecterai du cinéma chinois, je sais pas moi, j'essaierai de faire des recettes à la maison où je lirai, où je tenterai de déchiffrer les étiquettes des boutiques asiatiques. Bref, j'essaierai de créer de l'intimité avec la langue. Alors, pour résumer, parce que je sais plus si je l'ai dit, mon objectif avec une langue pour laquelle il y a un changement d'alphabet, c'est de passer le plus vite possible à l'étape où ça me gêne plus, où ça devient plus une friction, quelque chose qui m'empêche d'accéder à mes propres ressources, celles qui m'intéressent le plus. Donc cette première année, l'objectif pour moi serait d'atteindre un niveau où je suis en tout cas semi-autonome. Une fois que j'ai fait ces 6 premiers mois, je ferai un bilan. Là, je ne pourrai pas planifier directement 2 ans, mais je sais que arriver à 11 mois de mandarin, ça me demandera moins de cerveau et là, je pourrais commencer la 3e langue. Mais dès le 9e mois de mon plan d'action polyglotte, donc le 8e mois de mon mandarin, je commencerai à me demander comment je peux faire pour ajouter le napolitain à mon emploi du temps, pour pas avoir à me décider la veille pour le lendemain. Et surtout, mon enjeu sera de trouver des ressources. Bon, dans la vie réelle, ce serait un peu curieux de commencer le napolitain sans l'italien peut-être, mais là, on est dans un monde parallèle. Comment est-ce que je ferais? Donc moi je suis dans une merveilleuse ville du Béarn, donc j'irai dans le club de ma ville pour essayer de rencontrer tous les Italiens d'origine napolitaine, tous les, je sais pas moi, j'essaierai les habitants, pizzaluolo, restaurateurs ou entrepreneurs napolitains, mais en tout cas de trouver quelqu'un qui a envie d'échanger, qui a envie de me suggérer des chansons, des livres, des personnes avec qui j'aurais plaisir à passer du temps. Je me rendrai directement à un événement national ou international dédié aux langues régionales, comme par exemple les assises des langues et cultures régionales, en leur téléphonant, si jamais je peux pas m'y rendre, pour savoir si seront présentes des associations napolitaines, ou, j'en sais rien, moi là, j'invente pendant que je vous parle, peut-être que j'essaierai de voir dans les villes qui sont jumelées avec Naples, pour appeler et connaître les associations locales, leur support, etc. Enfin, je me débrouillerai avec le tissu associatif pour découvrir les structures à Naples que je peux contacter. Je découvrirai par ce biais l'association Lazari, avec un accent bien français, et je découvrirai, comme ça, leurs cours de napolitain en ligne, et j'essaierai de m'enregistrer à la prochaine cohorte. La prochaine cohorte est, si je ne dis pas de bêtises, de niveau intermédiaire, donc je leur demanderai qu'est-ce que je dois savoir pour me préparer à un niveau intermédiaire. Ensuite, je traduirai les paroles des chansons qui m'émeuvent le plus. Si je trouve les chansons, mais pas les paroles, je me débrouillerai pour trouver un napolitain via internet, via des forums, via HelloTalk, via des applications, pour vérifier que j'ai bien traduit ou que j'ai bien compris les paroles des chansons. Bien sûr que je profiterai de mes vacances ou de certains week-ends de l'année pour planifier un séjour à Naples, un ou plusieurs, et sa région. Je trouverai le moyen, avec les ressources que j'ai pu récolter, de me constituer un emploi du temps régulier et constant avec le napolitain, de manière à ce qu'il s'insère dans les interstices de mon emploi du temps. Avec les cours de l'association, ceux que j'aurais pu trouver en ligne et les chansons, mais aussi en fonction de mes objectifs, je créerai dans l'espace communauté de l'application Memrise des parcours de vocabulaire, en mettant des phrases, pour travailler, par ce biais-là, un vocabulaire et le mémoriser. Je mettrai des phrases, je lisais, je suis en train de me répéter, je suis en train de me perdre même, et non des mots tout seuls, et je travaillerai mon vocabulaire 15 minutes par jour minimum, sans doute dans le milieu de journée. J'essaierai de trouver une chorale locale pour chanter du napolitain. Si je trouve rien,
je ferai pourquoi pas un compte TikTok où je posterai mes propres productions de chant pour échanger par ce biais avec des locuteurs de la langue, qu'ils soient natifs ou pas. Je régulerai mes 3 langues en fonction 1. Des parcours de langue dans lesquels je serai inscrite, de ma fatigue et de ma vie pro. Donc c'est-à-dire que si je vois que 2 heures d'anglais c'est énorme au moment où je commence le napolitain, je réduis. En fait voilà, en toute logique je fais attention à ma vie professionnelle. Peut-être qu'il y a des moments de l'année où ça fonctionne en saison. Mettons le mois de décembre je travaille beaucoup plus, je réduis un peu les langues parce qu'un cerveau complètement stressé, de toute manière il emmagasine plus les informations. Donc peut-être que l'été par exemple je pourrais pratiquer les 3 langues parce que mon emploi du temps me le permettra. Et si c'est pas le cas, s'il y a des tas de journées où je suis incapable de pratiquer les 3 langues, même si je me dis comme ça dans l'idéal que je peux faire le mandarin le matin, le napolitain un petit peu dans la journée, et puis le soir l'anglais, eh ben je ferai un découpage par jour en gardant l'anglais puisqu'elle est la moins énergivore 6 jours sur 7. Peut-être que le lundi, mardi, vendredi, samedi, ce serait le mandarin parce qu'elle est importante. Et puis le napolitain, mettons s'il est moins important par rapport à mes objectifs, ce serait que le mercredi et jeudi. Voilà, ça c'est des exemples arbitraires pour illustrer ce que ça pourrait donner. Et peut-être que si je fais l'anglais pour préparer un examen, peut-être que 1 mois avant le passage du examen, j'aurais plus besoin de travailler de manière constante l'anglais encore plus, et à ce moment-là, je réduirais mon temps de mandarin, ou alors je consacrerais des journées exclusivement à l'anglais. Pour vous montrer qu'il faut quand même garder de la souplesse. Mais avoir une vision claire à long terme, ça permet de faire les bons arbitrages à court terme. Donc c'est un exemple de plan d'action que je pourrais éventuellement mettre en place en 2024 si je devais devenir polyglotte en partant de 0 au niveau de mes compétences. Je fonctionnerais comme je le fais aujourd'hui, je le disais, une vision à long terme, à 2 ans, une stratégie plus précise pour les 12 prochains mois, des tests de niveau tous les 3 mois, parce que pour moi c'est important de pouvoir juger d'une progression en 3 mois, en utilisant notamment des ressources témoins, mais pas que. Si j'ai un professeur privé, je lui demande son avis aussi. Je ferai un bilan mensuel qui me permettra de changer de stratégie au niveau des ressources que j'ai choisies. Et puis un point à la semaine pour me permettre d'ajuster ma planification au niveau des horaires et des durées de mes sessions d'apprentissage. Voilà, c'est un épisode dense. J'espère qu'il t'a plu, j'espère surtout qu'il t'a inspiré. N'hésite pas à me partager, toi, comment tu aurais planifié ces 3 langues si tu devais le faire, si tu devais jouer cet exercice aussi. Et quelles sont les erreurs qui, toi personnellement, t'ont le plus coûté jusqu'à présent, puisque les erreurs que je t'ai confiées sont des erreurs très personnelles, elles ne sont pas du tout représentatives de la majorité des erreurs que j'ai pu observer. Mais je me suis dit que si mes erreurs pouvaient te permettre de gagner du temps, ce serait intéressant que tu les connaisses. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi. Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux.